Aujourd'hui, donc, dans la chronique cinéma de ce Bendo Report, on va vous parler d'un film, un sacré film, Anora, film américain réalisé par Sean Baker et sorti en 2024. Le film parle donc d'une jeune femme qui s'appelle Anora, qui préfère qu'on l'appelle Annie, qui est stripteaseuse à New York, à Brooklyn même, et qui rencontre un jour dans son club de striptease Ivan, le fils d'un oligarque russe extrêmement riche et qui va expérimenter la vie de luxe avec ce jeune homme jusqu'à ce que ça ne se passe pas comme prévu. Le film a été présenté en compétition officielle au Festival de Cannes en 2024 et il a remporté la Palme d'Or. C'est un film particulièrement stylé de mon point de vue, mais à mon point de vue, que vaut-il face à l'analyse des experts? Et c'est pour ça qu'aujourd'hui on est avec Hugo, comme on le sera pour toutes les prochaines chroniques cinéma. On est avec Hugo qui va nous en parler. Alors Hugo, qu'est-ce que tu penses de ce film? Moi je trouve ce qui est intéressant quand on parle d'un film ou d'une œuvre d'art en général, c'est de commencer par décrire un peu à quoi ça ressemble, ce qui la rend un peu singulière. Et alors si je me base un peu sur ce que tu as dit au début, sur le pitch un peu du film, c'est apparemment une histoire hyper banale, une sorte de canevas un peu qu'on connaît déjà un peu par cœur, qui est une histoire d'amour entre deux personnes qui viennent de classes sociales très différentes. Donc on part sur un canevas a priori bien connu, on va voir ce que le film en fait. Si je reste un peu sur le côté un peu superficiel de voir un peu à quoi ressemble ce film, un des trucs qui est frappant, il me semble, c'est que c'est un film qui ralentit au fur et à mesure qu'il avance. C'est-à-dire que le film commence, c'est très plein, c'est très bruyant, il y a plein de musique, on va dans beaucoup d'endroits, il y a plein de gens dans le cadre, il y a des fêtes, le montage va vite, etc. Et puis progressivement, le film va se vider, il va devenir silencieux jusqu'à finir sur les deux dernières scènes qui sont quasiment avec très peu de plans, la dernière est en plan séquence, sans musique, avec deux personnages quasiment immobiles. C'est intéressant déjà parce qu'en général, le cinéma, il fait plutôt l'inverse. Il commence par exposer des éléments, et puis ensuite, il va monter en puissance. Souvent, ça veut dire plus de bruit, plus d'action, plus de mouvement, plus de vitesse, etc. Et on va finir sur un climax. En général, on met l'action et la musique. Et alors là, le film fait l'inverse, alors même que pourtant, il me semble que c'est un vrai climax à la fin. C'est-à-dire, c'est le sommet de l'intensité. Or, c'est une intensité un peu paradoxale, vu que c'est là où il y a le moins dans le film. Dernière chose, dans la singularité un petit peu du film, c'est que c'est un film qui fonctionne en aller-retour. C'est-à-dire que tous les espaces importants du film, on va les traverser deux fois, dans deux états différents. La maison d'Ivan, on va la voir un peu dans l'ivresse au début. C'est incroyable, c'est très très grand, on fait des fêtes dedans, on écoute de la musique, etc. Et puis la deuxième fois, on va la revoir, mais sous l'ordre de la violence, vu que Anora va être séquestrée dans cette maison. Et pareil, Las Vegas, on va y aller une première fois pour se marier, et c'est génial, et une deuxième fois où on va y aller en gueule de bois aussi. Il y a une certaine importance aussi qui est donnée aux scènes de sexe, aux scènes d'amour, au corps dénudé. Moi, je me suis posé plusieurs questions en voyant le film. Premièrement, c'était pourquoi Baker, donc j'ai vu d'autres films, il traite autant la question du travail du sexe. Là, je parle pas pourquoi, peut-être que lui, il a des raisons psychologiques de faire ça, mais je veux dire pourquoi il fait ça et pourquoi ça marche. Parce qu'il a fait un autre film avant qui s'appelait Red Rocket, qui parlait d'un acteur porno. Dans Tangerine et The Florida Project, c'est aussi sur des travailleurs, des travailleuses du sexe, etc. Et donc, pourquoi lui fait ça? Et de manière générale, pourquoi il y a autant la figure de la prostituée dans la fiction? Alors, il y a peut-être des exemples encore avant, mais depuis la Bible, quand même, la figure de la prostituée est une figure centrale. En quoi, du coup, lui, il en fait un traitement un peu singulier? Alors je pense que souvent, en fiction, la prostituée, c'est une figure un peu mystique, un peu spirituelle. Dans la Bible, c'est déjà le cas, mais il y aurait plein d'autres exemples. C'est souvent la pécheuse, au sens celle qui fait des péchés, et qu'on va emmener ou bien vers la rédemption, ou bien vers la punition. C'est-à-dire qu'on le voit un peu comme un problème spirituel, genre le problème du mal, de la tentation, etc. etc. On voit qu'ici, déjà, c'est intéressant, on voit que c'est pas du tout l'objet, qu'on la regarde pas du tout comme ça, notre Anora, ou Annie, comme elle préfère qu'on l'appelle, mais on la regarde en tant que travailleuse. Parce que je pense que ce qui intéresse Sean Baker là-dedans, c'est les rapports de classe sociale. Le problème quand on veut filmer des classes sociales et leurs rapports entre elles, c'est que les classes sociales dans notre monde, elles vivent principalement séparées. Et que si vous faites un film ou bien sur une caissière ou un film sur une tradeuse ou une banquière, globalement, vous n'allez pas beaucoup voir d'interaction, quoi. Les classes sociales vont très peu interagir entre elles. Donc là, on a deux figures très connues de la fiction pour contrer ça, qui serait la figure un peu de la domestique ou du domestique qui va quelqu'un plutôt d'un milieu pauvre qui va vivre dans l'espace des bourgeois, où on a la prostituée, et là c'est encore un cadre au-dessus, la travailleuse du sexe, parce que là il y a un contact physique carrément. Et le film il commence comme ça, on a un long travelling comme ça, où on oppose un peu les corps des prostituées femmes au corps des hommes qui sont venus un peu les consommer entre guillemets, et donc le travail du sexe ça permet le contact physique,
et entre les classes sociales, et ça crée aussi des rapports de force très ambigus. Ça peut renverser le rapport de domination. Complètement, ou en tout cas, ça peut le rendre beaucoup plus complexe qu'il ne l'est en apparence. Par exemple, on sait que si on filme une scène de sexe, on peut avoir un même geste qui peut vouloir dire l'amour, la violence, la manipulation, la cupidité, etc. etc. À un moment, Anora, elle couche avec Ivan et elle lui donne un conseil pour que ça dure plus longtemps. Alors qu'a priori, on penserait qu'elle est aliénée et qu'elle voudrait plutôt que ça dure le moins longtemps possible. Et du coup, on voit que là, dans cette scène de sexe, apparemment, il se passe beaucoup de choses, et je finis avec ça, que c'est un truc qui me passionne dans le film, c'est que les scènes de sexe, elles sont jamais univoques. Je garde la scène de sexe de la fin pour plus tard, mais il y a beaucoup de scènes comme ça dans le film où il n'est jamais question juste, c'est pas de l'amour ou de la manipulation ou de la cupidité, etc. C'est un peu tout ça à la fois, et c'est difficile à démêler, et du coup c'est passionnant à regarder. C'est vrai, c'est comme dans le club de striptease où elle travaille, à chaque fois les mecs qui viennent demander des danses, ils passent un peu pour des cons en tout cas, puisque c'est les filles qui sont là, c'est leur milieu, c'est leur domaine, et elles peuvent même faire une danse et puis se proposer en scred une pause clope, etc., ou se moquer un peu des mecs avec qui elles font une danse. Donc il y a ce côté un peu, voilà, c'est chez elles, et elles renversent cette domination-là dans le club, quoi. Oui, en tout cas, c'est sûr que quand on filme le club, on filme objectivement des rapports très violents, parce qu'il s'agit quand même de femmes qui vendent leur corps à des hommes, alors peut-être qu'elles n'ont pas forcément envie de le faire, en tout cas on ne sait pas trop, mais qu'on filme aussi leurs moments de camaraderie, de complicité, voire il y a aussi une scène où Anora et Ivan couchent ensemble, et puis Ivan jouit très vite, et elle a une sorte, lui, à la tête cachée, mais on voit qu'elle sourit, qu'elle se fout un peu de sa gueule, elle se marre. Bref, je pense que Baker, il s'intéresse à filmer la complexité de tout ça, et aussi, je pense, le sexe, ça l'intéresse, parce que à partir du sexe, de la prostitution, ou du striptease, etc., il va remonter un peu les structures sociales. Et qu'à partir de cette relation, a priori à la base marchande, entre Anora et Ivan, on va remonter aux Arméniens qui vont venir, des Arméniens, on va remonter, etc., etc., jusqu'à arriver à la famille russe qui est en Russie. Les Arméniens qui sont les hommes de main. Qui sont les hommes de main de la famille russe. Et du coup, on va capter comme ça un milieu social dans lequel on sera rentré par la porte du sexe, quoi. Dernière chose juste là-dessus, c'est que là où le film est aussi très intéressant, c'est qu'il me semble qu'il est hyper précis dans sa manière de capter les classes sociales. Et alors pourquoi il est aussi précis ? Je pense que le film essaie pas d'être caricatural. Un truc qu'on fait souvent, c'est une figure bien connue de la comédie notamment, on va prendre deux personnes de milieux opposés, il y aurait 1000 exemples, Intouchable, Neuilly sa mère, en comédie française on fait beaucoup ça, et donc il va absolument falloir que le bourgeois dans Intouchable aime l'art contemporain et écoute du Vivaldi, et que le prolo écoute Earth, Wind & Fire et danse, quoi. Il va falloir caricaturer là-dessus. Or là c'est intéressant, dans Anora, nos deux héros un petit peu aiment les mêmes choses culturellement, ils sont pas du tout opposés sur le plan culturel, ils aiment la même musique, ils aiment les mêmes trucs, ils fument des joints ensemble, enfin bref, ils ont Ils sont liés par leur jeunesse aussi, c'est ça. Ils sont liés par leur jeunesse, mais je pense que si on prenait des jeunesses des années 20-30, elles seraient probablement beaucoup plus lointaines culturellement, parce que la mondialisation, le film le montre très bien, notamment qu'en plus c'est pas des aristocrates, la famille d'Ivan, c'est un peu des nouveaux riches, quoi, c'est genre les oligarques russes, quoi. Et du coup, de ce point de vue-là, il me semble, ils sont pas du tout opposés avec Anora, et le film, c'était ça mon point, il ne force pas leur opposition. Il peut montrer qu'ils partagent des choses ensemble, notamment des goûts esthétiques, même s'ils sont évidemment politiquement, économiquement aux antipodes. Ce qui est assez intéressant avec ce film, c'est qu'on n'arrive pas à savoir ce qui va se passer, on n'arrive pas à savoir dans quoi se place ce film. On ne sait pas si c'est drôle, si ça va être un drame, si c'est une histoire d'amour, si c'est une histoire sociale. On n'arrive jamais à se situer tout le long. Oui, d'ailleurs, sur l'affiche, il y avait écrit une histoire d'amour, ce qui, une fois qu'on a vu le film, paraît un peu décalé. Mais je pense que là, en disant ça, tu touches un peu la singularité de Sean Baker, donc de ce cinéaste, c'est qu'il refuse un peu de donner une couleur ou une idée à ce qu'il filme. Il se dit pas, je vais faire une scène drôle, je pense qu'il se dit, je vais faire une scène vraie. Et du coup, vu que je fais une scène vraie, il y aura du drôle, du comique, du tragique dedans. Il y aurait une scène là-dedans qui pourrait nous éclairer un petit peu. C'est la scène où Anora est séquestrée et où du coup les Arméniens viennent et l'attachent, etc. Et où elle va casser la gueule aux Arméniens qui viennent la séquestrer. Alors là, il y a un truc évidemment très drôle. Déjà, c'est très bien rythmé. En plus, c'est drôle parce qu'on voit une femme qui casse la gueule à des hommes qui, a priori, dont c'est le boulot quand même d'être des gros bras. Donc évidemment, c'est très drôle. Et en même temps, la violence d'Anora nous dit le désespoir dans lequel elle est plongée, le fait qu'elle est prête à tout pour s'en sortir. Et donc, dans un même geste, on a à la fois le comique et le tragique qui se retournent. J'aurais un autre petit exemple de ça, c'est quand un des deux Arméniens se fait casser la gueule par Anora, il va se mettre des gyozas sur le crâne, enfin sur le nez cassé, au lieu de se mettre des glaçons. Et en se mettant, donc évidemment c'est très drôle, c'est très inattendu, donc c'est un truc un peu burlesque, quoi, comique du corps, machin, ça marche très bien. Mais en même temps qu'il sort les gyozas, il dit, mais putain, ils ont pas de glaçons dans leur frigo, les riches. Et en fait, du coup, c'est bon, on a compris que lui aussi, il galère, lui aussi c'est un galérien, même s'il est dans une situation de supériorité, lui aussi, par ce geste, on l'a directement mis dans l'échelle sociale, quoi. On a ri, on a saisi dans le même temps un truc social. Oui, c'est vrai qu'il y a même
À un moment, le personnage de Igor, donc cet homme de main qui sert la famille russe, on sent que c'est quelqu'un de mignon, de gentil, un peu de doux. Donc on veut croire, nous, en tant que spectateurs, qu'il va y avoir un rapport un peu mignon par rapport à Nora, à Annie. Sauf que Annie, non, elle est traumatisée par le fait de se faire retenir, séquestrer et tenir. Et donc nous, on sait pas se placer entre on aime bien ce Igor qui a l'air gentil, et en même temps, oui, c'est vrai que ce qu'il fait, c'est illégal, c'est abusé, et elle se fait secouer, quoi. Donc il y a aussi ce rapport-là, on sait jamais où se placer. Bah, je pense que ça va avec l'idée centrale qu'on avait un peu esquissée tout à l'heure de dire il nous dit pas quoi penser des scènes qu'il montre, il essaie de les rendre riches. Et encore une fois, je pense que ça vient aussi du fait, je pense qu'il essaie de regarder objectivement, donc socialement, les choses et de pas rentrer dans un truc introspectif sur qu'est-ce qu'il y a dans la tête des personnages. Et ça, c'est aussi marquant par rapport aux objets du film. Il y a des objets qui circulent dans ce film. Il y a la bague, il y a la couverture, il y a le manteau, etc., etc. Et on voit que ces objets, par exemple la bague, il la filme pas tellement en tant que bague, il la filme en tant qu'elle est sociale. Et en tant que, par exemple, dans cette bague, pour Ivan, elle vaut rien. Et il dit 3 carats, non, 4 carats, non, on va faire 6 carats. On voit très bien que pour lui, cette bague ne vaut rien. Or, cette bague vaut énormément pour Anora et pour Igor à la fin aussi. Et donc, l'objet, il est saisi comme ça, quoi. Il est saisi comme aussi un enjeu social. Et je pense que les corps des personnages, c'est pareil. Les personnages, ils sont intéressants en tant qu'ils sont des créatures sociales et un peu rien d'autre que ça. Ce qui rajoute une profondeur à tout ça, tout ce dont tu viens de parler, c'est vraiment la qualité des acteurs qui jouent extrêmement bien. C'est assez incroyable. Anora, elle est criante de vérité, elle est génialissime. Même Ivan, c'est surprenant à quel point il joue la tête à claque bourgeoise. On dirait même pas que c'est un acteur, quoi. Bah effectivement, c'est un truc que moi je me suis dit devant Anora, que je me suis dit aussi devant tous les films de Sean Baker, c'est pourquoi ça joue aussi bien. Alors on pourrait juste, la solution un peu de facilité serait de dire bah c'est des bons acteurs. Mais en fait, bon, il se trouve que Baker, on sait que c'est pas le cas dans ce film-là, je crois, mais dans d'autres films, il prend des acteurs amateurs. Donc il prend des acteurs qui n'ont pas forcément de technique de jeu, etc. Et alors pourquoi ça joue aussi bien? Je pense parce qu'il les met dans un dispositif où ils peuvent s'exprimer. Et notamment, je pense que le dispositif, c'est avant tout les dialogues. C'est-à-dire que si on prend les dialogues du film, il n'y a jamais de dialogue d'explication. On va raconter pourquoi on en est là, ces dialogues qu'on connaît malheureusement très bien au cinéma, de je fais ça parce que dans mon passé il m'est arrivé ça. Là, les dialogues ne font jamais ça. Au contraire, les dialogues, ils sont assez vertigineux, ils sont souvent à plusieurs étages, c'est-à-dire qu'ils sont riches, on ne sait pas ce qu'ils veulent nous dire exactement. Je prends un exemple. Après avoir couché ensemble, Anora et Ivan commencent à se dire très cash les choses. Il lui propose en gros d'être sa meuf. Et elle dit ok, mais il faut que tu me payes, le jour férié c'est 2 fois plus, etc. Ils se disent cachent les choses. Ce qui pourrait dire une forme de cynisme, le fait qu'il n'y a aucun sentiment dans cette relation parce qu'ils ne parlent que d'argent. Pour moi, ça dit aussi qu'il y a une sorte de complicité entre eux. Parce que, en gros, Ivan ne lui demande pas à Nora de faire le jeu de rôle de ok, je te paye, mais fais-moi croire que tu m'aimes, s'il te plaît. Et donc, dans ce simple dialogue, en fait, il y a beaucoup, beaucoup de couches de sens qui sont offertes et qu'on ne me force pas à choisir. Et je pense que tout le film fonctionne un peu comme ça. C'est un peu comme Marivaux, quoi. Il n'y a pas trop de vrai et de faux. C'est juste des étages de sens que le dialogue ouvre. J'ai un autre exemple à la fin. Annie va dire à Igor qu'il a des yeux de violeur. Et on peut se demander, est-ce qu'elle le pense vraiment? Est-ce que vraiment elle a l'impression que Igor va la violer? Ou est-ce qu'elle lui dit, parce que c'est le seul qui l'écoute et que c'est le seul qui peut entendre ça, parce que si elle disait ça à quelqu'un de plus puissant, peut-être que ça se passerait très mal pour elle. Et donc, en l'insultant, en le traitant de violeur, en fait, elle trahit aussi une complicité, une proximité entre eux. Et donc là, on est sur du dialogue qui permet de faire bien jouer les acteurs parce que c'est riche. En le prenant comme bouc émissaire, elle prouve qu'elle peut en fait se permettre de le prendre comme bouc émissaire parce qu'ils sont au même niveau, parce que c'est les deux galériens dans la situation dans laquelle ils sont, c'est les deux galériens pauvres qui subissent le reste, quoi, qui subissent la bourgeoisie, quoi. C'est ça, mais au lieu de lui dire toi et moi on est un peu pareil dans la même situation, elle lui dit t'es un violeur. Elle l'insulte, ouais. Voilà. Et donc là dans le dialogue, ça c'est, enfin je pense que pour des acteurs c'est du bijou parce qu'on est sur du dialogue qui est riche et qu'on ne force pas une intention dessus. Vraiment, ça rend le film entier fluide dans toutes les scènes, quoi. Et alors l'autre truc, je pense, tu disais sur les acteurs, les actrices, un autre truc qui les rend bons, je pense, c'est que on les cadre surtout avec des gestes. C'est-à-dire que Anora, au début, on l'incarne très vite avec le fait qu'en même temps qu'elle fait son boulot de stripteaseuse, elle éclate sa bulle de chewing-gum et elle a un côté un peu insolent en même temps que ça. Pareil, Igor à la fin qui allume 2 cigarettes dans sa bouche pour entendre une à Anora, ce qu'on comprend qui est un geste de complicité. Quand Ivan se déplace chez lui
pour montrer à quel point c'est une sorte d'enfant. Voilà, il glisse sur le sol, il fume ses cigarettes électroniques d'une manière très aristocrate. Enfin, il y a plein de petits gestes comme ça. Et donc, c'est pas la psychologie qui définit les personnages, c'est leur corps, quoi. Ouais, même à un moment, quand il y a une scène où ils sont dans le salon, Ivan joue à la play, et là, Anora voit la femme de ménage qui arrive, et elle stresse, on voit son regard, il y a un plan que sur eux deux, on voit pas le reste du film, et elle a son regard qui bouge très vite parce qu'elle est concernée par ce qui arrive, par le fait que quelqu'un vienne faire le ménage, ça la gêne. Elle sait pas comment se passer, alors que lui, il en a absolument rien à faire. Bah, tu vois, ça, c'est typiquement ce qu'on disait avant. T'as une idée, au lieu que Ivan dise, moi, de toute façon, je suis un gamin privilégié ou machin, bah non, tu vas trouver un truc gestuel, corporel pour le signifier. Et juste avec le regard, quoi. T'as le regard d'Anora qui bouge, et lui, pas du tout. Son regard est fixe sur la play, quoi. Et dans ce que tu dis aussi, on voit, c'est des petits gestes. C'est pas des grands trucs qui font pareil, la bulle de chewing-gum, les cigarettes, c'est des tout petits trucs. Mais ça suffit à incarner un truc, et du coup, ça, je pense, c'est un bonheur à jouer aussi, j'imagine. Et ça participe à ce qu'on disait avant un peu sur l'ambiguïté, c'est-à-dire que on n'a pas des dialogues qui disent le vrai ou le faux, on a des dialogues qui ouvrent un peu des portes. Et je pense que le film est un peu comme ça, on en parlait avant d'enregistrer, de comment ça se fait qu'Anora, dont on comprend quand même que c'est une femme assez intelligente, qui a de l'expérience, etc., comment elle peut croire à cette histoire, qu'elle va se marier avec un gamin de fils à papa qui joue aux jeux vidéo, elle va se marier à Vegas, et que ça va marcher. Et en fait, c'est que à la fois, je pense qu'à la fois elle y croit et à la fois elle y croit pas. Il y a un peu des deux, c'est-à-dire qu'on refuse de trancher les choses. Pareil, d'ailleurs, est-ce que Ivan croit sérieusement qu'il va pouvoir affronter ses parents? Est-ce qu'il croit sérieusement que ses parents vont accepter, vont le laisser tranquille avec le fait de se marier avec une stripteaseuse? Oui et non, c'est un peu les deux. Mais à la fin, le réel, c'est-à-dire le social, va arriver et va trancher, va dire ce n'est pas possible. On va dire sociologiquement, ce n'arrivera pas, ce n'est pas possible. Qu'importe ce que les personnages en pensent. Et c'est la confirmation que lui, il est complètement... en fait, il fuit les responsabilités, c'est un enfant. Il fuit tout jusqu'à ce que ça lui arrive devant. Ce qui est effectivement un rapport... Mais comme tu as dit un peu sur la femme de ménage, c'est-à-dire qu'il ne regarde pas vraiment ce qu'il y a autour de lui, il est dans une sorte de bulle. D'ailleurs, c'est très bien montré, je trouve, à quel point c'est une sorte de bulle fermée dans laquelle il est. Et Anora, nous, on se met à sa place aussi, parce que c'est elle qui découvre cette bulle-là, et donc on la suit dans cette découverte. Et ce qui est assez intéressant, dans l'idée qu'on va voir les lieux de foi, c'est qu'on la voit d'abord dans les yeux d'Anora qui se dit à quel point ce lieu est magique, cette maison est immense, on peut faire des fêtes dedans, c'est incroyable. Et puis on comprend aussi à quel point ce lieu est un lieu de violence. Et d'ailleurs c'est là que Anora va se faire séquestrer, c'est là qu'il y aura de la violence physique, c'est que ce lieu, en même temps qu'il est un lieu effectivement spectaculaire, beau, etc., c'est aussi le lieu de la violence sociale. Et on le voit aussi quand l'armée d'hommes et de femmes de maison arrive pour nettoyer après la fête. Et en fait, eux, ils ont mis un dégât monumental. Et puis les gens, le lendemain, arrivent pour nettoyer. C'est vraiment les prolos qui arrivent pour faire le sale travail, quoi. Mais pareil, tu remarques bien ça, j'avais oublié, mais c'est vrai. Et il y a plein de tout petits détails comme ça dans le film. Il y a le gars qui a récupéré la fourrière, qui, bah pareil, il dit « Ouais, je vais perdre mon travail si vous m'emmerdez comme ça ». Il y a effectivement les hommes et femmes de main qui viennent. Il y a Igor aussi. Enfin, en fait, il a une attention, je trouve, folle aux détails de la vie sociale. Et c'est pour ça que le film paraît aussi vrai. Plutôt que de vouloir nous asséner des bourreaux, des victimes, du bien, du mal, il va essayer de nous montrer un peu toutes les ramifications de l'espace social. Et je finis avec un truc, quand on disait tout à l'heure que ça marchait bien, qu'on arrive avec Anora dans les pièces, que du coup on se met à sa hauteur, on suit aussi son esthétique pendant le film. Et c'est aussi pour ça que le personnage nous plaît. Enfin, nous intéresse en tout cas. Je sais pas si plaire c'est le bon mot, mais en tout cas nous intéresse. C'est que la musique qu'on appelle extradigétique, c'est-à-dire que la musique qu'on a posée par-dessus les images, c'est la musique qu'elle écoute. Que les désirs qu'elle a, qui sont pas les miens a priori, je les comprends parce qu'on m'a mis à sa hauteur quoi dans le film. Bon, j'ai entendu dire qu'il y avait eu quand même des réactions assez, pas mitigées, mais disons tranchées. Il y a eu des polarités un peu d'avis sur ce film. Pourquoi? Comment ça se fait? Moi, je dirais que par définition, c'est un film qui fait un peu scandale, entre guillemets, parce que c'est pas un film moral. C'est-à-dire que souvent, la morale, c'est on va créer des cases, des catégories, des identités. On va avoir les méchants, les gentils, les bourreaux, les victimes, et donc on va idéaliser au sens un peu littéral. On va faire des personnages, des idées. On va avoir le bien, le mal, etc. Mais donc, dans un cadre moral comme ça, c'est impossible d'imaginer que quelqu'un qui est dominé socialement comme Anora puisse jouir d'un moment de sexe qui est pourtant un moment de sexe qui est son aliénation en même temps. C'est impossible d'imaginer que, vu qu'elle se serait la victime, alors c'est impossible d'imaginer qu'elle pourrait être un peu connasse et arrogante avec sa collègue, par exemple, qui est jalouse, sa collègue de travail, là, et où Anora, quand même, est pas cool avec elle, enfin, l'humilie un petit peu. Mais parce qu'on n'essaie pas d'en faire un idéal, d'en faire une sorte de sainte. On essaie d'en faire un personnage réel, donc qui a plein de côtés un peu contradictoires, etc. Pareillement, dans un cadre moral un peu comme ça, ce serait pas possible d'imaginer ce qui se joue à la fin du film entre Igor et Anora, parce que vu que c'est celui qui l'a violenté physiquement, alors il devrait être un méchant.
Or, je pense que ce que Baker voit, c'est pas bourreau, victime, méchant, gentil. Il voit d'Igor et Anora qui se ressemblent. Qu'en fait, c'est les deux prolétaires, on pourrait dire ceux qui n'ont que leur force de travail, et même un peu plus que ça, ceux qui n'ont que leur apparence comme force de travail. C'est-à-dire qu'en gros, Anora, elle, c'est une jeune femme désirable, donc c'est ça sa force. Igor, il a un peu une tête sortie d'un GTA, quoi. C'est un peu une sorte de brute russe. Et du coup, lui aussi, c'est son apparence qui fait qu'il est intéressant pour la bourgeoisie qu'il emploie, c'est qu'il fait un peu peur. Et du coup, c'est ça qu'il voit Baker avant tout. C'est pas qu'il y en a un qui brutalise l'autre, même s'il le montre aussi. C'est qu'il montre qu'ils ont une sorte de parallélisme, de lien entre eux qui est social. Les deux, en fait, leur position les oblige à se débrouiller, à obéir, à respecter les codes, les règles qu'on leur impose pour s'en sortir, en fait. Contrairement aux grands bourgeois, à Ivan et à ses parents, qui, eux, en fait, font ce qu'ils veulent quand ils veulent, puisqu'ils ont le pouvoir. Alors oui, après, on pourrait dire font ce qu'ils veulent quand ils veulent. En même temps, je pense que le film nous montre que tout le monde est absolument déterminé socialement. Ivan était, comme on a dit, on sait qu'en sociologie, ça a été assez prouvé, il arrive qu'il y ait des rapports sexuels entre des gens de classes différentes. Par contre, il n'arrive quasiment jamais qu'il y ait des mariages et des vraies histoires d'amour sur le long terme entre des gens de classes différentes. Et du coup, on pourrait dire qu'en fuyant à la fin, enfin au milieu du film, quand Ivan fuit, il est absolument conforme à son déterminisme social qui veut que même si lui, dans sa tête, se fait des films, il ne peut pas se marier ou avoir une vraie histoire avec Anora. Et je pense que ça, ce serait un peu l'idée que le film, plutôt que nous simplifier le monde, il essaie de le complexifier, de nous faire rentrer à quel point les choses, il y a de l'incertitude, du mouvement dedans, etc., en essayant de ne pas y poser un regard moral et de nous plonger dans ce qui grince. Là, c'est ce qui grince au sens, oui, c'est facile de dire qu'il y a des victimes et des bourreaux, mais ce qui grince un peu, c'est comment Anora a du plaisir alors qu'elle est aliénée en même temps. Je fais une micro-parenthèse, dans un autre film de Baker qui s'appelle Red Rocket, on a une histoire d'amour à un moment entre un ancien pornographe de 40 ans et une jeune femme de 17 ans. Donc a priori, un truc un peu glauque. Et quand il filme ça, il le filme vraiment sur le long terme, mais il met pas de petits clignotants en mode c'est pas bien ce qui se passe, regardez comment c'est pas bien. Il essaie de nous montrer la complexité de cette situation. Et en ça, je pense qu'on peut dire que c'est un cinéaste assez sobre en fait. C'est-à-dire que je ne vois pas spécialement ce qu'il pense de cette situation, je vois qu'il a tout fait pour qu'on ne voit pas ce qu'il en pense, mais pour essayer de nous montrer à quel point c'est riche, et c'est dense, et c'est complexe. Donc moi, j'ai lu à pas mal de moments qu'Anora, c'est un film un peu clipesque, un peu tape à l'œil. Moi, je dirais plutôt l'inverse. C'est plutôt un film, surtout dans sa deuxième partie, qui est très économe et très sobre dans la mise en scène, quoi. Et la dernière scène là-dessus, c'est un peu le sommet. Mais qui reste jouissif à regarder tout le long parce qu'il nous offre quand même, comme tu disais, des moments burlesques, des moments drôles, des moments tristes, des moments beaux, un mélange de drame, d'amour et tout ça. Bah oui, en fait, je pense que l'erreur, ce serait de croire que le divertissement, le fait d'aimer, de prendre du plaisir à voir un film, ce serait lié au fait qu'il y ait plein de musique et que ça aille très vite. Il me semble que moi, la scène qui me touche le plus, il va falloir qu'on y arrive à un moment, c'est cette dernière scène. Cette dernière scène, il n'y a quasiment rien dedans, d'un point de vue de la mise en scène. Et je pense que c'est toujours intéressant quand on parle d'un film de revenir à ce qu'on a un peu ressenti physiquement pendant ce film. Bon, moi, il se trouve que j'ai vu le film 2 fois, les 2 fois, j'ai pleuré pendant cette scène-là, donc je me suis dit, bon, il doit se jouer quelque chose dans cette scène-là d'assez fort. Et quand je l'ai revu, je l'ai vu avec 2 potes, et on a tous été bouleversés par cette fin. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on n'y voyait pas les mêmes choses. Alors, c'était pas contradictoire, mais c'est que moi, ce que je voyais avant tout dans cette fin, donc cette fin où Anora se fait offrir la bague par Igor, puis couche avec lui, et elle pleure, finalement, et le film se finit avec ces larmes-là. Moi, je voyais avant tout une forme de fatalité d'Anora, qui comprenait que le seul qui la regardait, le seul qui se sacrifiait pour elle, parce que rappelons quand même que Igor lui a offert une bague qui, pour lui, aurait pu changer sa vie. On a un moment dans le film, pareil, des petits détails très subtils de caractérisation où il va chez sa grand-mère chercher des médicaments, Igor. On comprend qu'il vit chez sa grand-mère. Et donc, il a une situation sociale difficile, lui aussi, qu'il est assez précaire. Et donc, lui, cette bague aurait pu changer sa vie, et pourtant, il l'offre à Anora. Et donc, moi, ce que je voyais dans les larmes d'Anora, c'était mon moyen d'entrer dans le monde de mes rêves, dans le mariage à Disney World. Les Ivan, ils me regarderont jamais, ils m'aimeront jamais. Les seuls qui vont me regarder et m'aimer, c'est des Igor, des gens de ma classe sociale. Et ma pote, elle disait... pas l'inverse, mais elle disait, moi, ce qui m'a absolument touché, c'est le fait que, si on regarde précisément, ils couchent ensemble. Anora fait un peu le réflexe qu'elle a de « on m'a offert de l'argent, je couche en échange mais que Igor veut l'embrasser, et que c'est là qu'elle pleure. Et ma pote disait, en fait, je pense qu'elle pleure parce que, même là, même avec un Igor, il lui en demandera toujours plus. Il se contentera pas du sexe, il voudra de l'amour, quoi. Qu'en fait, elle sera toujours vampirisée par les hommes, quels qu'ils soient. Il y aura toujours une forme de vampirisation sur eux. Et ce qui m'a intéressé, c'est que ces deux hypothèses s'annulent pas. Les deux sont justes, et que c'est parce que le film a pas essayé de me dire ce qui se passait, qu'il a essayé de s'absenter un petit peu, que Sean Baker s'est un peu absenté, quoi, qui nous a permis d'avoir autant d'interprétations aussi riches. Je pense qu'on a un peu une leçon quand même de mise en scène dans cette scène de
laisse tes acteurs jouer, crée une situation où ils vont pouvoir s'exprimer, mais ne force pas l'interprétation du spectateur, laisse-le un peu travailler, quoi. Tout qui est possible dans cette scène, d'où le fait que moi, elle me fasse pleurer. Or, on m'aurait dit ce qui se passait, je suis sûr que j'aurais pas pleuré. Par exemple, on m'aurait dit, il se serait dit je t'aime à la fin, j'aurais limite été dégoûté. Ça aurait été dommage, ouais. D'ailleurs, c'est bien qu'ils fassent durer cette scène, puisqu'ils prennent le temps vraiment de créer cet imaginaire-là. Pour nous, on sait vraiment pas qu'est-ce qui se trame, quoi. Bah là, je pense qu'on touche aussi à un truc vraiment passionnant dans le film, mais qui est un peu, pour moi, un de mes chevaux de bataille, entre guillemets, au cinéma, qui est l'idée que faire durer, c'est aussi un moyen d'observer les choses sur la longueur. Alors évidemment, il y a des super films où ça va très vite, hein, c'est pas une règle, il n'y a pas de règle en soi, mais que là, les 2 dernières scènes, parce que c'est pas que cette scène, c'est aussi celle d'avant, ils regardent la télé, c'est très lent, il se passe pas grand-chose, mais du coup, on sent qu'il y a une relation qui se construit, même si on ne sait pas de quelle nature elle est, que moi, j'exclus pas du tout que Anora soit pas du tout intéressée amoureusement par Igor, qu'elle ait une sorte de peut-être de camaraderie avec lui, peut-être de tendresse, mais peut-être qu'il y a rien de sexuel pour elle et qu'elle ne couche avec lui que parce qu'il lui a offert la bague et que c'est son réflexe. Peut-être aussi que c'est ça qui l'a fait pleurer, c'est de se rendre compte qu'en fait, quand quelqu'un lui donne quelque chose, son réflexe est de coucher avec lui. Alors encore une fois, j'insiste sur le fait que le geste d'Igor à ce moment-là, il est chevaleresque. On lui a jamais fait un geste comme ça, parce qu'avant on lui offre des bagues, mais c'est des bagues qui valent rien. Pour Ivan, cette bague c'est un McDo. Pour Igor, cette bague c'est énorme. Avant, il avait fait un autre geste. C'est quand Anora est un peu humiliée, là, quand ils sont à Las Vegas, il demande à Ivan de s'excuser. Devant les parents d'Ivan. On peut imaginer que déjà il va être viré tout de suite, enfin c'est possible, voire il pourrait se faire casser la gueule parce qu'on n'insulte pas un enfant d'oligarque comme ça. Et donc lui, il est chevaleresque pour le coup. Et elle réagit comme avant. Elle continue à réagir comme son déterminisme l'a un peu poussé, c'est-à-dire tu me fais un geste gentil, enfin tu me donnes quelque chose, je couche avec toi. C'est pour ça que j'ai l'impression dans cette scène finale que c'est un peu la conclusion de tous ces petits gestes de respect et d'affection qu'il lui donne, parce que c'est des petits regards, c'est une cigarette, c'est un verre d'alcool, quand elle est triste, c'est demander à Ivan de s'excuser, c'est la bague à la fin, et peut-être que même si elle a pas de sentiment pour lui, elle se rend compte que c'est le seul qui lui donne de la tendresse et de l'affection et le respect qu'elle mérite comme n'importe qui. Bah, je dirais, t'as dit le mot de conclusion, mais je dirais que ce qui est assez beau, c'est que c'est une conclusion, mais que c'est pas une résolution. Et puis même qu'en fait, le problème fondamental, qui est le problème social, qui est le problème du déterminisme social, n'est pas résolu. Et c'est toujours un peu énervant, par exemple, bah, je pense le contre-modèle du film, c'est un peu Pretty Woman, donc le film où pareil, c'est une prostituée et un bourgeois qui tombe amoureux, et évidemment qu'il y a une résolution à la fin, c'est-à-dire qu'ils s'aiment et que l'amour transcende les classes sociales, etc. Ce qui, bah, on sait, est faux. Ça veut pas dire que ça peut pas arriver de temps en temps, mais on sait que globalement, ça n'arrive pas. À la fin, il me semble qu'on a un moment de lucidité politique et sociale qui est très fort, qui n'empêche pas, encore une fois, que même aliénée, Anora a toujours du plaisir, elle a une joie, elle a une vraie... D'ailleurs, je fais un dernier point là-dessus. Je pense que ce qui fascine autant Igor chez Anora, c'est le fait qu'elle résiste. Alors que lui, c'est plutôt l'autre face de celui qui s'est résigné. Il obéit, c'est un peu le chien en fait, c'est un peu le chien des Arméniens et de la famille russe. Et je pense que son admiration pour Anora est peut-être aussi sexuelle, hein, peut-être, mais elle est aussi une admiration elle est celle que je n'arrive pas à être. Elle est tout autant dans la galère que moi, voire pire, parce qu'en plus d'être une prolo, c'est une femme, donc en plus... On imagine le nombre de trucs le nombre de dangers supplémentaires qui pèsent sur elle. Et malgré ça, quand on vient lui enlever son rêve, elle donne des points, elle donne des coups de poing, elle donne des coups de pied, etc., etc. Donc je pense qu'il y a aussi ça qui se joue à la fin dans cette très belle relation entre les deux. Merci Hugo. Bah de rien, merci à toi.